Bonjour, bonjour. Cher André, Novecento, Oui. Quelle est belle cette affiche avec ce transatlantique qui est encastré dans un piano. Oui. Car évidemment, le transatlantique il joue un rôle important puisque tout se passe sur ce bateau, les années 20, les années 30. Et sur ce bateau, il y a de la musique, il y a un orchestre et il y a un personnage tout à fait étonnant qu'on a découvert tout petit sur ce bateau. Voilà, c'est un enfant qui a été abandonné par les immigrants qui faisaient en effet, qui cherchaient fortune aux États-Unis et qui partaient d'Italie. Et quelquefois, la traversée était assez longue et il y en avait qui accouchaient sur le bateau. Et à l'office de l'immigration, ça risquait de poser des problèmes, donc ils abandonnaient l'enfant sur le bateau. En espérant, puisqu'ils le laissent sur le piano de la salle de bal des premières classes, qu'il soit adopté par quelqu'un de riche et qu'il ait une belle vie. C'est pas le cas, il est adopté par un mécanicien et il va devenir le plus grand des pianistes au monde. Va-t-il un jour mettre pied à terre? C'est toute la question. C'est un conte, on approche de Noël, ça tombe bien, mais enfin c'est un conte qui vraiment plaît à toutes les générations à chaque fois qu'on l'interprète, parce que c'est l'histoire de la liberté, de celui qui entend toutes les musiques, autant européennes que le jazz aux États-Unis, et qui est libre et qui fait tout ce qu'il a envie. Et à un moment donné, en effet, on lui dit « mais tu devrais aller à terre, les gens seraient fous de toi ». Et puis, il a tellement eu l'habitude de vivre avec ses 88 notes sur le piano et sur ce bateau que le monde l'effraie. Voilà. Alors après, il y a une sorte de parabole un petit peu philosophique de la part de Baricot, de l'auteur, qui est vraiment touchante et qui est vraie par rapport au monde dans lequel on vit, parce qu'on vit dans la compétition toujours, et lui, il ne veut pas entendre parler de compétition. Alors, c'est un livre fort célèbre, signé Alessandro Baricot, qui est un musicologue, écrivain italien, qui a été traduit en plusieurs langues. Oui. Alors vous êtes Tim René, vous êtes le trompettiste. Voilà, je suis le trompettiste, l'ami de Novecento, qui monte sur ce bateau pour aller jouer dans l'orchestre, et puis finalement il est fasciné par ce personnage, et il raconte l'histoire. Et je joue un petit peu tous les personnages. Il y a le commandant du bateau, il y a une vieille américaine qui est là complètement émue, il y a Novecento, enfin il y a tous les personnages que je m'amuse à interpréter parce que c'est conçu comme un monologue théâtral. Mais la différence, parce que ce texte avait été créé il y a une dizaine d'années, c'est que j'ai voulu introduire des musiciens et qui sont là et qui jouent du jazz en direct avec moi, sans que la musique accompagne le texte, mais vraiment, elle est comme un personnage. C'est la toile de fond de la pièce. Oui. C'est très musical. Oui, c'est très musical. Il s'appelle Lemon Novecento. Oui, parce qu'il était trouvé dans une caisse en carton où il y avait des citrons. Donc, voilà, Lemon. Et après, il y a en effet la musique. C'est important pour moi de penser qu'elle pouvait tenir toute sa place, parce que c'est comme si la musique pouvait prolonger l'émotion procurée par les mots et par l'histoire. Et donc il y a certains standards de jazz de l'époque qui sont vraiment forts et impressionnants et attractifs, qui font qu'on les entend à certains moments. Voilà. Alors on est en 1900, Novecento en italien c'est 1900, et 1900 c'est la première année du nouveau siècle qui vient de débuter. Oui, c'est important de le dire, pour le situer dans l'époque. Il essaye de le baptiser, ce mécanicien, il ne sait pas très bien, il voit juste Tedé Lemon dans cette... alors donc il lui donne un nom à rallonge comme ça, Danny Boudman c'est le nom du mécanicien, Tedé Lemon c'est ce qui est marqué sur la boîte, et Novecento en effet c'est parce que le père est né au début du siècle, et donc il l'appelle Novecento, voilà, en référence avec ses origines italiennes. Alors c'est Gérard Silberas qui a adapté le livre d'Alessandro Baricot. Vous mettez en scène, et également la participation de Stéphane de Groot. Exactement, parce qu'à un moment donné, sur ce bateau, il y a un présentateur, comme dans toutes les traversées, qui présente l'orchestre. Et je me disais, connaissant Stéphane de Groot, avec tous ses jeux de mots très subtils, qu'il était le partenaire idéal pour vraiment présenter cet orchestre avec ses jeux de mots très drôles. C'est au Rond-Point, encore pendant quelques jours à 18h30, dès début janvier à 21h. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette pièce? Vous êtes toujours là où on ne vous attend pas?
Oui, voilà, peut-être c'est ça. C'est toujours, c'était un plaisir nouveau. J'avais rencontré Baricot qui m'avait dit, oh moi, la musique sur scène, je suis pas sûr. C'est normal, c'est un auteur, les mots se suffisent à eux-mêmes. Et puis j'ai dit, mais si, la musique peut vraiment avoir une place importante. Et donc j'avais envie de marier les mots avec la musique et les silences. Je trouvais que ça pouvait multiplier les plaisirs pour le spectateur. Mais vous aimez la musique, c'est votre passion, la musique. J'aime beaucoup la musique. Vous utilisez cette musique-là qu'on entend aussi. Oui, absolument. Et le jazz, c'est vrai, j'ai été baigné dans la musique classique souvent, puis le jazz aussi dans les années 70, 80. Après, j'ai un peu perdu le fil avec le jazz, qui a beaucoup évolué. Mais disons, tous les standards de jazz de cette époque sont vraiment plaisants. C'est le ragtime. Quand vous étiez adolescent du côté d'Annecy, puisque vous êtes de cette belle région, vous preniez des cours de piano, de violon. Ah oui, ça faisait partie de l'éducation, hein, le violon. Mais j'ai justement parce que ça faisait partie de l'éducation, j'ai pas poursuivi. C'est dommage. J'aurais bien aimé pratiquer un instrument, mais voilà, j'ai fait du sport et du théâtre. Oui. Vous pouvez pas rester longtemps loin des scènes de théâtre. Hein. C'est impossible. C'est votre port d'attache. Oui, c'est l'endroit où un acteur, enfin où je suis né, quoi, d'une certaine façon, et c'est vraiment simple. Le théâtre, c'est pas riche, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, un texte, de la lumière, un public, et puis voilà, la magie peut opérer. Et j'aime beaucoup ça parce qu'on a un contact immédiat, direct, constant avec le public. Les baisers du soleil chez Plomb, Marlène Jobert. Vous restez avec nous. Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui a une bonne plume également, qui est Nathalie Reims. Elle publie un livre tout à fait étonnant, Le Père Lachaise, Jardin des ombres. Voici Nathalie Reims. Merci d'être là, chère Nathalie Reims. Chez Michel Lafon, avec des photographies de Nicolas Redzom, une promenade littéraire dans le cimetière le plus célèbre du monde, dont l'adresse est 16 rue du Repos. Ce qui commence bien. Ça commence bien. Quand Michel Lafon est venu me faire cette proposition, n'étant pas historienne, j'ai un petit peu réfléchi parce que comment prendre ce lieu absolument mythique, visité par plus de 3 millions de gens par an, c'est-à-dire juste derrière la Tour Eiffel, avant Notre-Dame, et à la fois raconter l'histoire de ce lieu, de ce Père Lachaise, dont au fond pas grand monde ne savait qui était le Père Lachaise, alors que j'ai hanté ce lieu un nombre de fois incalculable. Le Père Lachaise est le confesseur de Louis XIV. De Louis XIV, voilà. Il a un physique très avenant, d'ailleurs, très sympathique, vous allez le voir. Il était d'ailleurs plus que son confesseur, il le conseillait à titre militaire, il le conseillait pour ses affaires privées. Et il meurt en 1709 et en 1804, une petite fille de 5 ans, Adélaïde Paillard de Villeneuve, est la première petite fille inhumée dans ce cimetière de l'Est qui n'est pas encore à l'intérieur de Paris, mais au moment où tous les gens sont enterrés à même la terre autour des églises, les corps refoulent à un moment donné de cette terre tellement la terre ne peut plus supporter tous ces morts qu'on enterre, et on fait les 4 cimetières aux 4 La coins Révolution française était passée par là. Elle était passée on par avait là. guillotiné à tour de bras. Hein. Voilà. Et quand j'ai trouvé cette petite fille, cette petite Adélaïde de 5 ans, je me suis dit voilà, je vais faire un conte fantastique. C'est pas pour enfants, mais c'est pour grands enfants. Un conte fantastique qui raconte en même temps toute l'histoire de ce lieu et qui est une véritable histoire avec un début, un milieu et une fin. Et puis après Adélaïde, il y a une espèce de trou jusqu'en 1817 où le lieu ne prend pas. Et la mairie a l'idée de faire venir Molière, La Fontaine, Héloïse et Abélard. On fait une grande organisation de communication et là ça devient le cimetière où il faut être enterré. Oui, c'est vrai. Et on s'aperçoit que chaque tombe, chaque sépulture est une histoire en soi. Et puis on franchit des portes, on passe par le spiritisme, par Allan Kardec, par la comtesse d'Emidoff. Alors il n'y a pas que des gens célèbres qui sont enterrés au Père Lachaise. Il y a des gens beaucoup moins connus. Oui, mais il y a des gens, ce qui est très drôle, c'est ce pari de l'immortalité. C'est comme les gens qui étaient les plus connus, c'était commander les sépultures les plus simples, parce que quand vous voyez écrit Molière ou La Fontaine, vous n'avez pas tellement besoin d'en savoir plus. Et puis tout d'un coup, vous avez des monuments absolument fantastiques, le plus grand étant 22 mètres de haut, la lanterne des morts d'un Félix de Beaujour qui était une sorte d'aventurier, qui lui s'est fait ériger une espèce de mausolée énorme qu'on voit de la Tour Eiffel. Alors,
Du coup, on s'arrête devant Félix de Beaujour et on le connaît grâce à sa sépulture. Alors, pendant la Révolution, on a désacralisé la mort. Napoléon a mis de l'ordre dans tout ça. Oui, et puis il y a eu... Car Napoléon est arrivé, il Voilà. a exigé, c'est grâce à lui, si les corps dans les cimetières, au Père-Lachaise notamment, sont les uns à côté des autres, alors qu'avant ils étaient les uns sur les autres. Ils étaient les uns sur les autres. Et puis il y a cette formidable histoire de un an avant la Commune, de l'assassinat de Victor Noir, qui est un jeune journaliste de 21 ans, tué par Pierre Bonaparte, qui va donner cette sculpture extraordinaire de Jules Dalou, où il est sculpté par Jules Dalou au moment de sa mort comme un gisant, la bouche entrouverte avec son chapeau, une belle protubérance entre les deux jambes, la bouche entrouverte, et des tas de légendes, dont celle-ci est vraie, disent que les femmes viennent se frotter. C'est pour ça que la patine sur son sexe est beaucoup plus claire. Elles viennent se frotter pour que Victor Noir leur donne de la fertilité. Et en fait, on se rend compte que pratiquement à chaque tombe, On voit ça. il y a une histoire. Voilà. Et on voit que sa bouche et son entrejambe sont frottées en permanence. À la fin du livre, l'éditeur Michel Lafon cite plusieurs collaborateurs disparus. Je trouve ça très touchant, dont Nicole Gruyé, Ouais. qui nous a quittés en 2014, qui a été sa collaboratrice. C'était la collaboratrice de Claude François pendant des années. Et c'est bien d'y avoir pensé. Vous êtes allée, Marlène, au Père-Lachaise? Oui, parce qu'il y a des gens qui y sont enterrés, donc j'étais à des enterrements. Mais je ne suis jamais allée pour me promener. Et j'adore les cimetières en général. Vous savez, Marlène, ce que je trouve extraordinaire, et c'était vraiment le but pour moi dans ce livre et dans ce texte, c'était vraiment de rendre au lieu cette espèce de quiétude et cette réflexion qu'on est tous obligés d'avoir, qui est qu'à partir du moment où Quand on est de passage. Je vous offre ça, Marlène. Alors, je ne peux pas, évidemment, c'est vrai. sinon Oui. je ne ferai pas mon travail de journaliste, Ouais. rappeler que vous avez Oui. aimé un homme exceptionnel. Oui. Claude Berry. Claude Berry, que vous avez connu gamin, Et pratiquement il tout disait, jeune. Marlène, ça a été ma première femme, et toi, tu seras la dernière. Et il ajoutait, toujours dans sa chemise de nuit, dans sa chambre, il me disait, tu vois que je suis beau. Si Marlène m'a aimé, c'est que je suis très beau. Et je me disais, ah oui, t'es beau. Ça, t'es beau, Claude. Une pensée pour Claude Alors, Berry. juste une petite anecdote, il y a eu quelque chose de très triste, c'est qu'il avait une passion pour André Dussolier. Oui, oui. Il avait une obsession, c'était de reprendre les droits d'un soir au club de Christian Yahi pour redonner le rôle à André, et il n'a jamais pu récupérer les droits. Voilà, ça, Une vous ne deviez révélation, pas on le savait savoir, pas. mais voilà. Oui.